Bonsoir, on va démarrer notre grand oral avec Sophie Boissard. Qui est Sophie Boissard? Je vais vous présenter en 2 minutes. Vous êtes une ancienne élève de Normal Sup, diplômée de l'ENA. Vous avez occupé différents postes dans la sphère publique, notamment Conseil d'État, ministre du Travail et des Affaires sociales, au ministère de l'Économie et des Finances, avant de rejoindre le groupe SNCF en 2008 pour créer et développer Gare et Connexion. Qui était en charge de la gestion notamment et de la valorisation des gares, puis en 2014 d'SNCF Immobilier, où à ce titre vous avez été notamment, vous avez également été en charge entre 2012 et 2014 de la stratégie du développement du groupe SNCF. Et puis depuis 2016, depuis janvier 2016, vous êtes directrice générale de Korian. Et puis je tiens à préciser également que vous êtes membre du conseil de surveillance d'Allianz et surtout membre de la Vigie Palladio qui nous accompagne. C'est le pôle d'observation de la Fondation Palladio qui nous accompagne, avec qui on organise ce forum des métiers de l'immobilier et de la ville. Voilà, j'ai présenté qui était Sophie Boissard, un CV fabuleux. Maintenant, qui est Korian? Vous avez 2 minutes, Sophie. Korian est le premier groupe européen au service du grand âge et des fragilités. J'insiste sur chacun des mots. On est un groupe européen présent dans 6 pays de la vieille Europe, la France, l'Allemagne, le Benelux, l'Italie, l'Espagne. Et nous sommes au service de ce qui est un des grands défis de ce siècle, qui est l'accompagnement de la longévité et ce qui va avec. C'est-à-dire que quand on vit plus vieux, on a parfois besoin d'un accompagnement ponctuel ou au quotidien, et c'est exactement ce qu'on fait. Et pour bien accompagner, il faut des soignants, des soignantes, c'est 56 000 personnes à travers l'Europe, 82% de femmes, et il faut des lieux, et si possible des lieux au cœur des villes ou des territoires. Et c'est pour ça en fait que j'adore mon métier, qui est au cœur du service du quotidien, qui est un de mes fils rouges, et qui est au cœur de l'aménagement et des villes et de l'immobilier, qui est ma deuxième passion. Je suis tombée dessus un peu plus tard dans ma vie professionnelle, mais c'est vraiment une découverte formidable. Et j'espère que ça va continuer à faire beaucoup d'émules, en tout cas si j'en juge par la fréquentation aujourd'hui. Il y a beaucoup de fréquentation aujourd'hui. Je vous propose de structurer notre entretien en 3 temps. D'abord, on va essayer de balayer avec vous les grandes tendances à suivre dans l'industrie immobilière et la fabrique de la ville, d'essayer d'illustrer ces tendances au travers de votre activité, puisque vous êtes une société où il y a un PNL, donc il faut rendre des comptes. Vous êtes une société privée. Et puis de voir dans un 3e temps les métiers embarqués pour répondre à toutes ces grandes tendances. On a un tout petit peu préparé cet entretien juste avant. Dans les grandes tendances, il y en avait 3. Je voudrais qu'on commence par peut-être celle qui est au cœur de votre métier, et qui est la transition démographique. Quels enjeux et défis vous voyez se dessiner au regard du vieillissement de la population, de nos sociétés occidentales, notre vieille Europe? Et moi, plus j'avance, plus je vieillis, donc ça m'intéresse doublement ce que vous allez me dire. La Société de la longévité pour la vieille Europe, ça veut dire très concrètement qu'en une génération, celle qui est devant nous, on va passer de 1 retraité pour 4 actifs à 1 retraité pour 3 actifs. Et de plus, les structures familiales sont en train d'évoluer à vive allure. C'est-à-dire qu'avant, on vieillissait près de sa famille. Aujourd'hui, on voit que moins d'une personne fragile ou dépendante sur 2 est accompagnée par ses enfants. Et accompagnée, ça veut dire simplement que ses enfants sont les référents. Ça ne veut pas dire qu'elle vit dans leur domicile. Donc, ce qui se dessine devant nous, c'est finalement l'enjeu majeur de repenser notre organisation collective. Il faut tout un village pour accompagner quelqu'un qui est fragile ou qui souffre d'une maladie chronique. Et aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de nos systèmes sont à repenser. À la fois notre système de soins et surtout notre organisation urbaine et nos lieux de vie. Parce que quand on regarde aujourd'hui une ville comme Paris et qu'on a du mal à se déplacer, c'est pas facile. Quand on regarde aujourd'hui des quartiers qui sont hyper spécialisés, soit des quartiers d'affaires, d'activités, soit des quartiers résidentiels et pas forcément de commerce de proximité, sans parler de l'accès aux services de santé. Là aussi, c'est très compliqué. Quand on regarde des villes comme Paris où les soignants sont obligés d'habiter à des kilomètres, alors que quand on a une situation de maladie chronique ou de fragilité, on a besoin de quelqu'un potentiellement aussi la nuit et les week-ends.
Donc, c'est tout cet enjeu d'accompagner cette vague de longévité qui est à la fois une bonne nouvelle et qui doit nous forcer aussi à nous interroger sur la manière dont on pense les bassins de vie. Avec quels impacts sur la ville, sur la morphologie urbaine? Il y a des villes qui sont aujourd'hui quasiment interdites aux retraités ou invivables pour les retraités, quel que soit leur niveau de forme physique, j'allais dire. Ce qu'on voit aujourd'hui se dessiner, c'est une forme de polarisation. Il y a des territoires, je prends la Suède par exemple, il y a des territoires en Suède, vous voyez comme la Suède, Stockholm, le sud très urbain, et puis des zones qui sont très très rurales et très très peu peuplées, avec une densité de 1 à 2 habitants au kilomètre carré. Et bien dans ces zones très rurales, il peut y avoir 100% de retraités. 100% de retraités avec très peu de population de services médicaux à proximité, des gens qui n'ont plus forcément la capacité à conduire pour aller à la localité la plus proche. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut à la fois dans les territoires périurbains, ruraux, repenser des vrais centres-bourgs dans lesquels les gens habitent et dans lesquels ils ont les services de base dont ils ont besoin. Je vais donner après un exemple de comment nous on répond à ce défi-là. Et puis dans les villes hyper denses, celles qui aujourd'hui où se situe l'activité économique et de plus en plus, eh bien, il faut qu'on pense à pouvoir organiser l'espace commun pour qu'on puisse aussi accueillir des gens fragiles, des gens qui ne peuvent pas courir dans le métro, qui ne peuvent pas descendre les escaliers 4 à 4 et qui ont besoin d'un environnement avec un peu de verdure, un environnement aussi vivable sur le plan climatique, dans des villes qui deviennent des vrais fours l'été. Donc tous ces sujets-là, qui sont en fait des sujets de mixité d'usage, de mixité générationnelle, la manière dont on conçoit aujourd'hui nos villes denses avec un foncier très très rare, aujourd'hui rend très difficile le fait d'insérer ces réseaux de soutien de proximité dans des équilibres économiques viables. Et c'est de la responsabilité de qui? Du politique avant tout ou également des acteurs privés, de nous tous? Alors ma conviction, je suis comment dirais-je, je viens du service de l'État et donc j'ai une forme de vision au départ assez bonapartiste des choses en disant la puissance publique peut tout, très française. Eh bien, c'est peut-être la sagesse en vieillissant. Aujourd'hui, je suis assez convaincue que la solution est beaucoup plus dans les réseaux d'acteurs et dans l'intelligence collective. Et ce, d'autant plus que le digital, qui est un autre des grands défis dont on va parler, permet aujourd'hui de mettre en réseau des professionnels de santé libéraux, des aides à domicile, le médecin référent, et donc finalement d'organiser à partir d'un lieu de vie normal tout un ensemble de services et de coordonner les gens. Donc je pense que le réseau, y compris dans la conception et le fonctionnement des services en ville, est quelque chose qui fonctionne très bien. Le principal enjeu aujourd'hui, pour moi, c'est d'abord la mixité d'usage. Et je pense que dans tous les métiers de l'immobilier, on s'est habitué, surtout en France, à raisonner sur des mono-objets. J'ai une parcelle, le PLU dit qu'on peut y faire de l'activité, la meilleure charge foncière, je vais faire du bureau. Je vais trouver sans problème un promoteur pour le faire, je vais facilement trouver l'investisseur, je suis tranquille. À côté, je vais faire du résidentiel. Et est-ce que je suis en résidentiel, logement social ou logement libre et je spécialise mes objets. Ce truc-là, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus du tout. Surtout lorsqu'on veut arriver à créer des écosystèmes de services dans lesquels le fait d'avoir en pied d'immeuble un cabinet de médecin, d'avoir en pied d'immeuble un commerce de proximité, ça peut rendre un sacré service aux personnes qui habitent au-dessus, qui ne peuvent plus forcément se déplacer beaucoup, mais qui ont très envie de rester chez elles et de pouvoir continuer à vivre de la manière la plus autonome possible. Et aujourd'hui, cette mixité d'usage, tous nos systèmes réglementaires et tous nos systèmes de financement de l'immobilier, ils vont contre. Oui, il y a le système réglementaire aussi, parce que ce n'est pas la même fiscalité, ce n'est pas le même bail, selon qu'on soit en habitation. Tout ça, il faut le changer. Ils en ont conscience ou pas, les politiques? Parce que vous avez toujours quelques contacts quand même. Non seulement j'ai quelques contacts, mais nous, chez Korian, on a plusieurs métiers. On est à la fois un acteur du soin, mais on est un promoteur. On est un investisseur. On possède plus de 20% de notre parc immobilier. Donc, on a sur notre bilan 2 milliards d'actifs immobiliers. On est, et j'en suis très fière, un designer de plus en plus de lieux.
Et moi, mon rêve, c'est vraiment d'être capable, dans les quelques 140 projets aujourd'hui qu'on a en couveuse à travers l'Europe, eh bien, de construire ces écosystèmes de services, de construire ces vraies plateformes dans lesquelles j'ai une partie de cliniques ou de maisons médicalisées, une partie d'appartements que je loue, des pieds d'immeubles dans lesquels j'ai des commerces, des restaurants, parce que c'est quand même très agréable d'avoir des lieux de convivialité, ça fait du bien au moral et ça fonctionne. Bref, d'être capable de construire ces plateformes. Et quand je vous dis ça, vous me dites ce que vous êtes en train de vouloir faire, c'est une forme de foncière commerciale, mais sur les services du quotidien. Parce qu'après tout, c'est ce que font aujourd'hui les grandes foncières commerciales lorsqu'il s'agit de faire des lieux de commerce. C'est comme ça qu'elles sont en train de pivoter, oui. Et ben moi, je veux qu'on pivote comme ça aussi pour les services de proximité, les services du quotidien. Ce qui est super, c'est de voir qu'aux Pays-Bas ou en Allemagne, ce que je vous dis, c'est juste normal. Vous avez des quartiers de ville dans lesquels vraiment vous trouvez sur un même lieu l'ensemble de ces composantes avec des économies, des sous-économies qui fonctionnent. C'est-à-dire que votre commerce, il a son fonctionnement de commerce, que votre clinique ou que votre espace, votre service de santé, il fonctionne avec son économie. Vous avez ces différents éléments, mais ça a été conçu comme un espace ouvert, multifonctionnel. Le PLU local le permet. Et vous avez une unité de détention. Et ça, c'est un autre point sur lequel je voudrais insister. Être capable de garder la main sur l'immobilier dans la durée, de l'avoir bien pensé au départ, d'avoir pensé avec toute son économie et de garder la main, c'est la clé d'un usage pérenne et qui reste fécond. Et aujourd'hui, à force de parcelliser les choses, j'ai mon foncier, je le valorise, je suis promoteur, je fais ma marge de promoteur, j'investis, je revends à un autre investisseur, potentiellement derrière, je fais de la vente à la découpe. Tous ces objets-là qu'on a construits, on crée ensuite des monstres à faire fonctionner de manière intelligente dans la durée. Donc, si je comprends bien, vous voulez être sur toute la chaîne de valeur. Là, je reviens Absolument. sur l'immobilier. Et alors, votre terrain de jeu immobilier, on reviendra après sur les enjeux. Il va d'où à où? C'est quel type d'immeuble? C'est quelle localisation? Là, je parle à la foncière. Ouais. On a 4 produits, parce qu'on est en train aujourd'hui d'aller vraiment vers un système de gamme. Pour les territoires peu denses ou ruraux, on développe aujourd'hui des petites communautés de vie. C'est des unités de 500 mètres carrés. Et on peut mettre 1 ou 2, 3 unités qui permettent d'accueillir 8 personnes qui ont chacune leur studio avec une grande pièce de vie commune, 1 ou 2 auxiliaires de vie qui ont leur appartement, qui habitent là avec leur famille. Donc vraiment des petites communautés, de plein pied, du jardin, et c'est très adapté à du centre-bourg ou à des endroits où le foncier est pas cher. Et ça se construit en quelques mois, ça fonctionne très bien. On a une foncière spécialisée avec Crédit Agricole et avec la Banque des Territoires. Et on a aujourd'hui 250 projets en France qu'on développe avec une demande énorme pour ce type de produit. Deuxième concept, ça n'a rien à voir. Là, je parle d'objets de 10 à 14 000 mètres carrés. C'est ce que j'appelle, moi, des plateformes de soins, dans lequel, dans un même lieu, j'ai à la fois un environnement de maison de retraite médicalisée, de la résidence-service, et puis des pieds d'immeuble avec un cabinet médical, un cabinet de kiné, un restaurant, bref, un environnement de service de proximité. Ça, aujourd'hui, j'ai entre 40 et 50 projets en développement. Et c'est pour moi le concept adapté, bien plus qu'une maison de retraite mono-usage, comme on a eu l'habitude de les connaître. Après, j'ai une troisième gamme qui sont vraiment des cliniques, vraiment des lieux d'hospitalisation spécialisés. Cliniques qui sont toujours des lieux de consultation aussi, et avec un environnement très connecté, puisque évidemment la capacité à pouvoir suivre les patients aussi quand ils rentrent chez eux, et à pouvoir communiquer et intégrer les professionnels de santé du secteur est très importante. Et puis la dernière gamme de bâtiments, c'est de la résidence-service, très centre-ville, où là j'ai l'obligation évidemment de trouver des économies où mon mètre carré n'est pas trop cher, parce que sinon derrière j'ai des prix de loyer qui ne sont pas tenables. Et c'est compliqué pour les personnes qui y viennent de pouvoir, dans la durée, c'est des lieux dans lesquels on a vocation plutôt à rester 10, 20, 30 ans, pouvoir vraiment passer vraiment la dernière partie de sa vie au centre-ville, pas tout seul et dans un environnement de vie agréable. Et donc la question de la soutenabilité du loyer est super importante.
Ça, c'est mes 4 gammes. Et aujourd'hui, on est à peu près 150 projets en développement en Europe, dans de l'hypercentre et dans des zones détendues lorsqu'il s'agit de faire ces petits... Le terrain de jeu, c'est l'Europe continentale. Oui. Un mot sur l'une des deuxièmes grandes tendances qu'on voulait parler, c'est sur la transition écologique, environnementale. Comment vous l'intégrez à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de vos projets, vous en avez de nombreux, et comment vous l'intégrez aussi, comment vous l'imaginez dans l'évolution de la ville, qui est à la fois un peu le coupable, mais qui peut aussi apporter la solution? Oui, je pense que c'est vraiment un enjeu pour l'ensemble des acteurs de la ville, hein, de se dire aujourd'hui que quand on produit un bâtiment, eh bien, il faut qu'on pense à son empreinte carbone quand on va les construire, quand on le conçoit, pendant son cycle de vie, quand il sera déconstruit. Ça veut dire qu'il faut qu'on investisse collectivement beaucoup, beaucoup plus sur la phase de design. Et la phase de design, je l'entends vraiment au sens plein du terme, pas seulement esthétique, c'est quel usage à l'instant T plus 1 dans le cycle de vie. Et c'est encore une raison pour laquelle parcelliser les choses, c'est dangereux. Et ça veut dire qu'on doit mettre toute notre intelligence dans cette conception du bâtiment. Quels matériaux j'utilise, comment je vais l'entretenir, comment les occupants vont vivre avec ça, comment je pense la connectique. Parce que clairement, on a besoin de bâtiments connectés. Comment je pense les réseaux pour pouvoir le faire vivre dans la durée. Et bien sûr, comment je pense le confort climatique. Ça, c'est un truc qui me tient énormément à cœur, parce que je pense qu'on n'a pas du tout appréhendé, alors qu'on aurait les moyens de le faire, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les zones urbaines denses, en période estivale, et c'est de plus en plus long. On voit les puits de chaleur à Paris. Il y a des moments où Paris devient invivable. Qu'est-ce qui se passe? Surtout quand on s'occupe, comme moi, de personnes âgées fragiles, on climatise. Qu'est-ce qu'on fait? On réchauffe l'environnement. C'est insupportable de se promener dans la rue quand vous avez tous les climatiseurs qui vous recrachent à la figure. On ne réfléchit pas aujourd'hui aux matériaux qu'on met dans la rue, de l'asphalte noir. On ne réfléchit pas du tout aux normes qu'on met sur les toits. Donc je pense qu'on a une réflexion collective à mener sur les matériaux et sur l'écosystème, la modélisation aujourd'hui du confort climatique. Et on a plein de choses qu'on pourrait activer. Nous, on est présent dans l'extrême sud de l'Espagne, en Andalousie. Les températures sont caniculaires. Eh bien, nous avons là des bâtiments qui sont construits à l'ancienne, comme le faisaient déjà les Romains, espèce d'hacienda, puis artésien, vraiment complètement pensé. On n'a pas besoin de clim artificiel. Donc, je pense que cette question, pour moi, de vraiment penser des bâtiments sobres de bout en bout, en faisant usage de tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs, un des trucs passionnants à faire dans les métiers de l'immobilier et de la ville. Et on est au tout début. Aujourd'hui, l'une des réponses, et notamment l'une des réponses politiques, on le voit dans les programmes des candidats, alors là je suis très parisien, c'est la végétalisation. Alors c'est quoi? On fait du greenwashing, c'est le gadget, ou c'est la bonne idée, ou c'est l'utopie? Je pense que c'est une des bonnes idées. En tout cas, il est absolument certain que dès qu'on a un espace vert, un arbre, bref, des choses qui peuvent nous paraître tout à fait triviales, eh bien, la température va baisser de plusieurs degrés. Pour les habitants, ça n'a rien à voir. D'avoir un bel arbre, ça peut complètement changer les choses, surtout quand vous ne pouvez plus tellement bouger et aller vous promener. Donc je pense que penser la nature en ville, c'est totalement adéquat. Après, s'il faut gaspiller des litres et des litres, des mètres cubes et des mètres cubes d'eau pour maintenir 3-4 bouts de verre pour faire chic sur un mur pseudo-végétalisé, c'est idiot. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, qu'on se donne vraiment la peine de penser cycle de vie et qu'on se donne vraiment la peine d'intégrer le contenu et le contenant. Donc vraiment d'intégrer les usages quand on conçoit un bâtiment. Et c'est à mon avis l'un des défis les plus passionnants qu'on a devant nous, acteurs de l'immobilier et de la ville. Et sur les matériaux, on parle beaucoup de matériaux décarbonés. Le premier qui revient, c'est la construction bois. Ouais. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si les filières sont prêtes, en tout cas elles se structurent. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous regardez dans vos développements quand vous raisonnez à l'échelle de vos projets? Est-ce que si moi je viens avec une solution construction bois ou autre, j'ai plus de chances que si je viens vous tartiner du...
Alors, bien sûr, vous avez plus de chance. Et d'ailleurs, on vient d'inaugurer un premier bâtiment, c'est 14 000 m². Je regarde Frédéric Durousseau, le patron du développement immobilier, qui écoute attentivement, dans le nord de l'Italie. Donc, c'est un gros bâtiment, 14 000 m², construit en structure bois. Et on se rend compte que le confort acoustique et les performances énergétiques de ce bâtiment, on est de l'ordre d'une vingtaine de % gagnés en émissions d'équivalent CO2 à l'année. Donc, ça va faire beaucoup sur le cycle de vie du bâtiment. Ça marche très bien, ça se construit plus vite. Et on peut évidemment appliquer ces techniques constructives aussi à des unités de plus petite taille. Ça marche totalement. Donc, moi, j'y suis très, très favorable. Mais je le redis, il faut vraiment, c'est comme pour les batteries des voitures électriques qui sont soi-disant vertueuses et en fait pas du tout. Ça se pense de bout en bout, c'est-à-dire d'où vient mon bois, comment il est produit, comment je gère mon chantier et comment derrière je fais vivre mon bâtiment. Zut, j'ai un scooter électrique. Moi, je pensais que j'étais. Alors un scooter, j'en sais rien. Je sais juste qu'une voiture avec une grosse batterie au lithium et des métaux rares, malheureusement, c'est pas encore totalement ça. Mais ça va venir. Bon, je vais changer de sujet. Troisième grande tendance dont on avait parlé en préparant cet entretien, sur la densification. On est aujourd'hui dans un contexte de métropolisation et on peut penser que la densification, en tout cas de la ville, est l'une des premières réponses à la demande. Et puis quand on regarde, je reviens toujours un peu sur les politiques, quand il faut construire, généralement, il y a le phénomène NIMBY, on ne veut pas que ça soit en face de chez soi, on préfère que ça soit chez le voisin. Comment on résout ce défi de la densification de la ville? Est-ce que c'est possible ou au bout d'un moment on continue l'étalement urbain? Je pense que c'est une des questions les plus difficiles qui soit. En plus, je dirais, ici à Paris, on a tendance à l'aborder à partir d'une vision Paris intramuros. Or, Paris est sans doute avec Tokyo l'une des villes, les villes les plus denses du monde. Donc, redensifier Paris, c'est compliqué. En fait, quand on regarde en revanche à l'échelle de l'Île-de-France, on voit qu'en revanche, on a des manières plus intelligentes de densifier que ce qui a pu être fait. Moi, je le redis, je pense vraiment qu'il faut qu'on aille vers des conurbations vertes. Et là-dessus, l'approche de la ville, poussée par des Néerlandais, par les Suédois, par les Allemands, de ce point de vue-là, est beaucoup plus vertueuse. Elle permet finalement de supporter des densités au mètre carré qui n'ont rien à voir avec celles qu'on connaît en moyenne en France, mais une qualité de vie de quartier, de proximité, qui tient quand même à des gabarits d'immeubles qui ne sont pas de trop grande hauteur, à une place des espaces verts et à une planification urbaine, à une qualité de l'espace public qui est très bien pensée. Donc je pense que ce qui est vraiment à proscrire, c'est cette espèce de mono-usage. J'ai ma zone d'activité à l'extérieur avec mon rond-point, si possible. J'ai désertifié mon centre-ville. J'ai, encore une fois, mon immeuble de bureau, mais qui est inoccupé les 2 tiers du temps. Et tout ça fonctionne avec des voitures, ce qui n'est juste pas du tout notre type d'urbanisme. On n'a pas notre tradition, notre culture, c'est absolument pas un urbanisme à l'américaine. Ce serait quand même très dommage qu'alors que les Américains sont en train de revenir en centre-ville et redécouvrent le centre-ville, nous, on fasse le truc à l'envers et qu'on bascule une bonne fois pour toutes dans la péri-urbanisation avec des entrées de ville moches et qu'on condamne tout le monde aux grandes surfaces et à la voiture. C'est un petit peu quand même la photographie de la France ou de certains coins de la France là, que vous nous décrivez. Oui. Le rond-point, on n'est pas loin d'être champion du monde du rond-point en France, non? Oui. On n'a toujours pas très bien compris à quoi servait un rond-point, mais c'est vrai. Moi, j'ai ma petite idée, mais je préfère pas l'évoquer en public. Est-ce qu'on arrivera à la rendre désirable, cette densification? Est-ce que là, si je me tourne au niveau du citoyen, on accepte cette densification? Pour répondre au phénomène du NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin, il y a un phénomène qui est toujours anglo-saxon, au Canada et aux États-Unis, du YIMBY, yes, in my backyard. On peut l'avoir, ça, aujourd'hui, en France, ou on ne veut pas ça? On reste un peu égoïste. Moi, pour avoir conduit pas mal de projets d'aménagement dans ma vie passée, y compris en zone urbaine dense, je suis assez convaincue que ça passe d'abord par une véritable construction collective du projet et par vraiment une qualité des espaces publics. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on a besoin d'emprises foncières plus larges pour penser. C'est-à-dire coincé sur des dents creuses ou des toutes petites parcelles, encore un peu de densité, c'est compliqué.
quand on a la chance de pouvoir retravailler tout un quartier et penser différemment la densité, ça devient très différent. Donc je pense que ça repose la question aujourd'hui de comment sont portées les politiques d'aménagement. Je suis assez convaincue qu'il y a vraiment place pour des aménageurs privés, des programmes d'aménagement privés, mais à condition de pouvoir faire du remembrement foncier, de pouvoir maîtriser, de pouvoir avoir le courage de détruire pour reconstruire. De le faire avec une association pleine et entière de ceux qui vont utiliser derrière, donc des habitants. Évidemment, ça prend du temps. Et c'est peut-être un des sujets aujourd'hui compliqués, c'est qu'est-ce qu'on accepte d'investir comme temps pour pouvoir surmonter cette légitime inquiétude ou appréhension. Dernier item de notre entretien, les métiers embarqués pour répondre à tous ces enjeux. Alors d'abord, vous, très concrètement, chez Korian, les métiers et les profils que vous recherchez aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui, on verra après l'avenir. Alors les métiers qu'on recherche, c'est beaucoup de directeurs de projet. À chaque fois que l'on lance un nouveau projet de construction avec les 4 familles de concepts dont j'ai parlé, c'est tout l'amont qui est très important. Comment je programme, comment je trouve mon foncier, comment je travaille avec les activités sur vraiment le programme. Et toute cette partie d'assistance au maître d'ouvrage ou maîtrise d'ouvrage dans l'autre cas, elle est super importante. Donc on a vraiment, nous, c'est aujourd'hui les métiers sur lesquels on a vraiment énormément besoin de ressources. Des jeunes, des plus expérimentés, mais il y a un énorme besoin. Deuxième... Ça, c'est quel profil sur le directeur de projet ? Il faut quel type d'études En fait, les directeurs de projet, ça peut être des ingénieurs, mais ça peut être aussi des personnes qui ont fait des études type filière école de commerce, mais qui se sont intéressées à la ville, parce qu'en fait, il faut être capable de faire beaucoup de choses. Il faut être capable de comprendre ce que veulent les activités. Il faut être capable de lire un bilan. Il faut être capable de chiffrer. Donc finalement, c'est beaucoup plus une qualité humaine de compréhension de sujets complexes, plus qu'un certain type de formation. C'est sûr qu'il faut comprendre techniquement ce dont il s'agit, mais ça peut être à la fois filière technique ou filière économique et commerciale, ou juriste. D'ailleurs, parce que la dimension juridique, et en particulier capacité à bien s'intégrer dans les réglementations dont vous avez parlé, Gaëlle, sont clés. Après, on a clairement besoin de tous les métiers techniques du bâtiment. On a parlé des matériaux, on a parlé de toute la connectique. Donc l'ingénierie du bâtiment est clé. Et donc on recherche, nous, des profils d'ingénieurs pour nous aider à construire justement cette feuille de route du bâtiment à la fois sobre et du bâtiment intelligent avec toute la connectique. Et puis on a besoin de tous les métiers qui gravitent autour. Du financement immobilier, et on voit que c'est une vraie ingénierie de financement que de financer cet immobilier et de le faire avec des partenaires. Donc ça, c'est un autre axe. Et puis toute la partie juridique. Encore une fois, l'immobilier, c'est un objet juridique qu'on construit dans la durée et qu'il faut intégrer dans cette dimension. Et puis il y a toute l'asset management derrière. Bon, ça fait beaucoup de métiers. Ceux que vous imaginez ou vous aurez besoin demain. J'aimerais bien qu'on fasse un zoom sur le design digital. Vous en avez un petit peu évoqué. Il faut faire quoi comme étude là, pour faire du design digital ? Il faut être un petit geek là ? C'est ça qui est passionnant, c'est que les métiers sont en train de s'inventer sous nos yeux. Il y a une petite série sur, je crois que c'est sur LinkedIn, les métiers qui n'existent pas encore, et vous voyez surgir des tas de concepts, mais simplement quand vous regardez derrière. Je pense en fait qu'il faut être capable, et c'est sans doute ça finalement notre ADN pour l'immobilier, il faut être capable de mettre en réseau sur un seul lieu différents types d'approches. Donc en fait, penser aujourd'hui un immeuble dans sa dimension connectée, c'est de se dire de quel réseau j'ai besoin pour que cet immeuble soit intelligent, et ensuite comment je vais équiper l'immeuble à l'intérieur et quel système de gestion je vais déployer pour que les différentes couches d'utilisation fonctionnent ensemble. Donc on revient assez largement finalement sur de l'architecture de réseau. Tous ces profils, ça se trouve facilement ou c'est compliqué à recruter ? Écoutez, voilà, nous on est en pleine croissance, hein, on croit à un rythme de plus de 8% par an. Comme je le dis, on a un énorme pipeline de projets, ce qui est super. Donc on a
tout le temps besoin de nouvelles forces, n'hésitez pas à venir nous voir. Il se trouve que nos métiers intéressent. Ce qui intéresse, c'est d'abord la mission. Notre entreprise a besoin de s'intéresser sur le sens, sur notre raison d'être. Nous, on est là pour soigner, pour accompagner les plus fragiles. Et ça interpelle et ça parle à beaucoup d'entre nous. Et puis, ensuite, les métiers de l'immobilier en tant que tels sont des métiers de création. Et des métiers dans lesquels finalement on peut voir s'incarner de manière tangible l'effort auquel on a participé. Et donc du coup je pense qu'il y a une double... c'est vraiment des métiers. Il y a une dimension de vocation et de passion, de projet dans nos métiers. Et donc avec tout ça on arrive à attirer. Mais tous les talents sont les bienvenus. Voilà, le message est lancé. Merci beaucoup. Normalement, il ne nous reste pas de temps pour des questions, mais comme il n'y a personne derrière, on peut prendre le temps qu'on veut. Si vous avez des questions, je vous en prie, n'hésitez pas. Il y a des micros qui circulent. Et il y a une question au premier rang. Janica. Merci. Yannichka Bassis, fondatrice de Femmes dans l'immobilier, World Women in Real Estate. Et j'étais très impressionnée et je te remercie. Mais j'ai posé les questions en te regardant, en disant si c'était un homme, si elle aurait été aussi concernée par son entourage, par l'écosystème. Et c'est pour ça que je me bats pour des femmes comme vous, parce que je pense que vous touchez beaucoup plus les écosystèmes. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous avez trouvé beaucoup d'hommes qui pensent comme vous? Ah. Allez, piège cette question. Un de mes credos, c'est qu'il ne faut pas, en tant que femme, qu'on oppose les unes aux uns. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas si c'est féminin ou pas de s'occuper des écosystèmes. Je pense que c'est simplement aujourd'hui le monde dans lequel on est entré, dans lequel, finalement, la richesse collective, c'est d'arriver à mettre en relation et à faire fonctionner ensemble différents univers. Et l'immobilier, c'est un lieu dans lequel ça s'incarne. Donc je suis sûre qu'on ne peut pas faire du bon immobilier, du bon urbanisme, du bon projet sans penser écosystème. Et j'ose espérer que ce n'est pas seulement un trait féminin. Moi aussi, j'espère. Une autre question. Est-ce que vous réutilisez des bâtiments qui sont déjà en service ou est-ce que vous ne construisez que du neuf? Alors on réutilise énormément pour la bonne et simple raison que le foncier est rare et cher, notamment quand il est bien localisé. Et ça nous pose d'énormes problèmes parce qu'en fait, on a un parc moyenne d'âge, Frédéric, on est entre 15 et 20 ans. Hein. Donc on a des objets qui ont été conçus avec une certaine approche plutôt hôtelière, pour dire les choses. Et il faut qu'on arrive à les mettre dans la ligne de ce que j'indique. Et donc il faut le faire en site occupé. Donc ça a été un autre petit casse-tête très intéressant et je ne vais pas parler de ça, mais les métiers de la rénovation et la durée emploi sont très importants. Et on a pris une petite année pour construire notre projet de restructuration et maintenant on a une cadence. On a complètement restructuré en 12 mois 20 bâtiments, donc ça y est, c'est en place. On a nos fournisseurs, nos chaînes, c'est extrêmement efficace. Donc on y arrive. Bonjour. Oui, je voulais savoir comment vous avez mis en place le BIM chez Corian, si c'est une... On est en train autrement dit, nos bâtiments qu'on produit, les nouveaux bâtiments qu'on lance sont avec une maquette BIM. En revanche, il faut qu'on rattrape il faut qu'on rattrape progressivement tout le stock. Oui. Il y a une question. Voilà, peut-être Frédéric, je ne sais pas si tu veux témoigner sur le BIM. Non. Si, dis un mot, il est là, allez. Voilà. Oui, bonjour. Non, on travaille sur le BIM notamment avec ICAD, hein, puisque Pierre Lejeune est là également pour le dire. On a un projet, notre premier projet BIM est Blagnac, mais on a déjà fait aussi un projet BIM en Italie, tu en as parlé, c'est Sondrio. Donc oui, voilà, on est dans les premiers projets, c'est quelque chose que on souhaite faire tant pour la conception que pour l'utilisation du bâtiment sur toute sa durée de vie. Voilà. Et on vous en reparle quand vous me réinvitez dans 2 ans. Je pourrais vous dire ce que ça donne des premiers immeubles en BIM et si effectivement ça produit le service attendu. J'espère qu'on va vous réinviter avant quand même. Une autre question. Bonjour. Valérie David, merci pour votre présentation.
On parle beaucoup d'usage aujourd'hui, voire d'ingénierie d'usage. Quelle est la part des métiers liés justement aux sciences humaines aujourd'hui? Est-ce qu'ils arrivent justement dans l'entreprise, soit sociologie, voire philosophie ou autre? Est-ce qu'il y a une arrivée de ce genre de profil aujourd'hui? C'est une excellente question. En vous écoutant, je prends conscience qu'on la retrouve quand même beaucoup plus aujourd'hui côté aménageur public qu'en entreprise. C'est un peu plus des parcours individuels, des reconversions, ou les agences de design avec lesquelles on travaille pour concevoir. Moi, en tout cas, je suis absolument convaincue que c'est le nerf de la guerre, en fait. Peut-être aussi parce que, au départ, moi, j'ai une formation complètement littéraire et c'est un peu mon approche naturelle des choses. Mais je pense qu'on est au tout début. Et je pense que c'est un des points sur lesquels, justement, les pays du Nord sont en avance. Ma question concerne le lever de la champ de bataille dans le cyberespace, avec des guerres en continu pour les données et pour une vie saine numérique, digitale, électronique. Vous avez peut-être déjà abordé cette question dans votre excellente grande orale, mais j'aimerais bien repenser ça. C'est aussi quelque chose pour peut-être le siècle à venir. Peter Davidse, IMO, EIRL. C'est certainement effectivement une des tendances, enfin un des enjeux majeurs des décennies à venir. Est-ce que ça nous concerne nous particulièrement? C'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on digitalise et qu'on met en connexion en fait différents univers, on fait circuler de plus en plus de données et donc on est vulnérable davantage, on s'expose davantage à des attaques, à des cyberattaques. Et c'est quelque chose que Korian a affronté comme tous les acteurs économiques aujourd'hui. Est-ce que ça doit nous empêcher d'utiliser tout le potentiel de la domotique et du bâtiment intelligent? Je ne crois pas. Simplement, ça doit nous obliger à penser de manière extrêmement méticuleuse les différentes murailles de Chine qu'on met entre les différents systèmes et à renforcer nos degrés de protection des systèmes. Mais vous avez raison, au fur et à mesure que l'on met en connexion, on crée aussi des tentations ou des failles nouvelles. Merci beaucoup. Merci infiniment Sophie Boissard d'avoir partagé vos convictions et d'avoir présenté Korian sous un autre angle. Merci infiniment et merci à tous.